Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir Hassan Triki, fondateur de Secure-IC à Rennes. Vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise il y a quelques mois, car ils ont commencé à travailler avec le Pentagone. Une superbe opportunité qui leur a valu une belle couverture presse et nous a donné l'envie de les mettre en lumière avec Plein Phare. En quelques mots, Secure-IC offre des solutions complètes de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés. L'entreprise s'est rapidement développée dans le monde entier, mais reste attachée à la Bretagne. Dans cet épisode, Hassan Triki nous dévoile son riche parcours, de sa naissance au Maroc à son parcours professionnel en France et en Californie. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Hassan, merci beaucoup de nous recevoir ici en Ille-et-Vilaine dans les locaux de Secure-IC. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Secure-IC s'il te plaît ? Bonjour Yann, bonjour Mathilde, enchanté. Donc Hassan Triki, je suis le cofondateur et président de Secure-IC. Donc Secure-IC est un spécialiste de la cybersécurité embarquée. Nous vendons des technologies de protection d'objets électroniques connectés, rendant des services à valeur ajoutée. Et nous les protégeons contre la menace cyber et les attaques malveillantes. On va y revenir en détail au fur et à mesure de l'entretien. Quels sont les services que vous proposez aux entreprises ? Alors justement, nous aidons nos clients qui sont des géants de l'électronique à protéger leurs composants électroniques, leurs devices électroniques contre des attaques de vol de propriété intellectuelle, de vol de données. Tout ce qui fait l'actualité cyber, l'on entend beaucoup en ce moment. Tu es né au Maroc, mais tu arrives en France à 18 ans pour intégrer l'INSA de Rennes, ce qui te permet de devenir ingénieur en électronique. Pourquoi ce choix d'école et de ville pour réaliser tes études ? Pour tout vous dire, c'est un pur hasard. Un hasard qui s'est avéré heureux, mais c'était vraiment un pur hasard. J'étais en terminale et une conseillère d'orientation m'a proposé de remplir un formulaire d'inscription et c'était celui des INSA. Et à l'époque, il y en avait, de mémoire, il y en avait 3. Et c'était Lyon, Toulouse ou Rennes. J'avais mis Toulouse en 1 parce que c'était plus au sud. Et j'ai Complètement d'accord. En 1996, donc à 30 ans, tu retournes sur les bancs de l'école à la Rennes Business School, alors que tu travailles chez Edixia. Pourquoi vouloir un MBA en management ? Est-ce que c'était nécessaire pour ton parcours professionnel ? Alors quand j'ai une formation, un background plutôt scientifique à la base, et donc j'ai fait une école d'ingénieur parce que c'était une évolution naturelle, parce que j'avais de l'appétence pour les matières scientifiques, pour les maths et la physique. Et bon an mal an, j'ai fait mes études d'ingénieur en me disant que je serais ingénieur toute ma vie. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que passer ma journée derrière un ordinateur, c'était pas mon truc. J'étais plus porté sur l'humain, sur l'interaction humaine, etc. Et donc au bout de quelques années de R&D, j'ai mal tourné. Et j'ai décidé plutôt d'évoluer vers des fonctions à mi-chemin entre la R&D, la techno et le marché. C'était ça la grosse évolution. C'était un positionnement assez intéressant parce que à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup d'ingénieurs qui évoluaient comme ça. Et donc j'ai éprouvé le besoin d'asseoir cela au travers d'une formation. Donc j'ai fait un Executive MBA. Voilà. Et comment ça s'est passé cette reprise d'études pour toi ? Parce que ça faisait au moins 5 ans que tu travaillais. Quand tu es retourné sur les bancs de l'école, ça a dû être un petit peu particulier. Est-ce que ça a été facile ? Je crois que j'ai jamais autant bossé. Parce qu'en fait, je travaillais en parallèle. Donc une forte motivation. En même temps, j'ai trouvé le sujet passionnant, le sujet d'entreprise. Je touchais aux sciences sociales, domaine auquel je n'avais pas touché quasiment depuis la terminale. On en fait très peu finalement en école d'ingénieur, tout du moins à l'époque. Je me réacculturais presque de ce point de vue-là. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Alors il se trouve que j'ai eu mon premier enfant à la fin du MBA et c'était limite, quoi. Après avoir passé plusieurs années en Californie à travailler pour Thomson Technicolor, tu décides de rentrer en France et de lancer Secure-IC. Pourquoi cette envie soudaine d'entreprendre ? Est-ce que c'était un rêve de créer ton entreprise ? Clairement. L'entrepreneuriat était enfoui en moi. Donc, j'avais ce rêve-là. En fait, il y a un épisode que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'entre-temps, j'ai épousé une Bretonne. Forcément. Et donc, que j'ai emmené avec moi en Californie, rendez-vous compte. Et effectivement, le deal, c'était qu'on y reste 3 ans. Voilà. Donc, on est rentré parce que c'était le contrat. Les Bretons reviennent toujours à la maison.
Et tu disais que les gènes de l'entrepreneur étaient inscrits en toi. C'était un modèle familial? Dans ta famille, tu avais des gens qui étaient entrepreneurs ou c'est une vocation qui t'est née au fur et à mesure de rencontres? Pas spécialement de gène familial. Mes parents avaient plutôt une profession libérale, mais c'était pas tellement ça. C'était une manière de m'accomplir, hein, c'est tout. Enfin, c'était une manière de construire. Alors, j'ai un positionnement assez particulier, c'est-à-dire que je suis à la fois ingénieur, mais je suis très versé dans les problématiques marché et business. Et en fait, mon gros kiff, pour parler jeune, c'est réellement de transformer une technologie innovante en business. C'est vraiment ça, c'est ça que j'aime, quel que soit le contexte. Alors c'est sûr que aller au bout d'un projet entrepreneurial, c'est le Graal, oui. Votre ambition affichée est de devenir le leader mondial de la cybersécurité embarquée. Quel est votre positionnement aujourd'hui et est-ce que tu penses que vous êtes sur la bonne voie? Résolument, aujourd'hui nous sommes challengers sur ce marché. Grâce à un socle scientifique et technique fort, nous avons la ferme intention d'atteindre une position de leadership mondial sur nos sujets. Et j'en ai la ferme conviction parce que, d'une part, encore une fois, nous avons un socle scientifique et technique fort sur nos sujets de cybersécurité embarquée, reposant sur des brevets, reposant sur du rayonnement scientifique, des publications, un portefeuille client prestigieux qui ne cesse de croître. Et j'ai la chance d'être entouré d'un comité exécutif ambitieux. Vous êtes spécialisé dans les objets connectés, tu en parlais tout à l'heure en introduction de cet entretien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un objet connecté, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers? Une manière d'expliquer les choses, c'est de dire que nous vivons dans un monde de plus en plus électronique. D'accord ? Il y a de plus en plus d'objets électroniques. Et de fait, de plus en plus d'objets qu'on dit smart. Ça veut dire quoi, smart? Ça veut dire qu'on a amené de l'intelligence à ces objets. Et de cette intelligence découle ce qu'on appelle la connectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous achetez un objet quel qu'il soit, vous aimez le télécommander. Dans un foyer, il y a plein d'objets connectés et de fait, la gestion de ces objets est centralisée parce qu'ils sont connectés. Et donc, on en arrive à une situation où de plus en plus d'objets sont connectés. Et du fait de cette interconnexion, chaque objet est un point de vulnérabilité au sens de la cyber. D'où cette nécessité de protéger ces objets. Et c'est là qu'intervient Secure-IC. Donc les objets connectés, c'est la montre connectée que tu portes en ce moment, la smart télé, les écouteurs intelligents, etc. Et ça peut être aussi la voiture autonome, la voiture électrique, etc., etc. Donc nous sommes entourés d'objets connectés, de fait. Et de plus en plus. Est-ce que les objets connectés sont plus vulnérables aux attaques cyber que les serveurs? Ah, ça c'est une bonne question. Je vais vous répondre par une pirouette. Les serveurs sont aussi connectés. Donc oui. Tu disais que les serveurs étaient connectés. Aujourd'hui, en termes d'attaque, est-ce qu'on est plutôt sur des tendances d'attaque sur des canaux traditionnels, on va dire serveurs, ordinateurs, etc. Ou est-ce que les objets connectés représentent la principale menace aujourd'hui pour les intrusions? C'est difficile de répondre à cette question, mais déjà, la menace est protéiforme. Les surfaces d'attaque augmentent. Quand je dis surface d'attaque, c'est donc les objets potentiellement attaquables. D'accord ? La frontière entre ce qui relève de l'IT, donc serveur informatique, PC, etc., versus objet, elle est finalement ténue. Tout ça s'interconnecte. Ça s'interconnecte par un protocole qui s'appelle IP. Voilà. Donc, on pourrait très bien s'attaquer à votre ordinateur personnel en entrant par un compteur électrique, par exemple. C'est ça la situation. Mais retenez bien, les surfaces d'attaque augmentent, donc la menace augmente. En parlant de menaces, quelles sont les menaces auxquelles répondent vos solutions chez Secure-IC? Alors nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle les systèmes embarqués. D'accord ? Donc on va faire de la protection en profondeur. Donc on va insérer ce qu'on appelle la racine de confiance. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va empêcher l'objet d'être vérolé à la racine. Nous sommes moins sur les couches hautes. Et les menaces que l'on adresse, ça va être la prise de contrôle d'un objet à distance, ça va être la prévention de vol de données ou de propriété intellectuelle, l'attaque physique sur un objet, donc on parle d'attaque laser ou d'attaque électromagnétique, etc. Donc une liste d'attaques assez exhaustive, et en fait, dans les faits, nous construisons nos solutions vis-à-vis de ce qu'on appelle un modèle d'attaque, donc le domaine des possibles en termes d'attaque.
C'est quoi? C'est plutôt pour collecter de la donnée comme tu l'évoquais? C'est plutôt pour faire tomber des serveurs, des gros sites e-commerce par exemple, pour faire de la rançon avec des rançongiciels? Qu'est-ce que c'est les tendances de ces attaques? En fait, nous, encore une fois, nous sommes à la racine de confiance. Donc, j'aime pas trop le dire comme ça, mais on est l'élément indispensable. On ne va pas mettre en œuvre directement la contre-mesure face à un déni de service ou face à un ransomware. En revanche, il faut absolument qu'on soit là pour prévenir la première intrusion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le ransomware, c'est bloquer par exemple un ordinateur et réclamer une rançon pour le libérer. Et le déni de service, c'est interdire l'accès à un serveur, à un site faire internet. Tomber un serveur en multipliant le nombre de requêtes. En 2017, vous avez inauguré le Security Science Factory, un laboratoire de la cybersécurité embarquée. Qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Alors, la Security Science Factory, c'est vraiment notre plateforme d'innovation. Donc, c'est l'espace dans lequel nos ingénieurs innovent ou co-innovent avec nos clients, d'accord, pour faire émerger de nouvelles contre-mesures face à des attaques dans un monde qui bouge sans cesse. Est-ce que tu peux nous dire qui sont vos clients? À quel secteur vous travaillez le plus? Nous sommes, depuis l'origine des temps, sur un positionnement dual, c'est-à-dire que nous servons à la fois des marchés gouvernementaux et des marchés commerciaux. Vous savez que la cybersécurité, c'est horizontal, d'accord? Donc on a la chance d'adresser de multiples verticaux. Je parlais du gouvernemental, mais ça peut être des serveurs pour le cloud, ça peut être des smartphones, ça peut être des téléviseurs, ça peut être sécuriser des fonctions vitales d'une voiture autonome. Ça, c'est un sujet qui est très chaud en ce moment, où il y a énormément d'investissements. Bien que nous soyons sur un cycle bas dans l'industrie automobile, il y a énormément d'investissements dans cette industrie. Et aujourd'hui, le fait est qu'une voiture, c'est un smartphone avec 4 roues. Et effectivement, il y a des petits malins qui font des tests pour voir comment peuvent être piratées ces voitures-là et comment ils peuvent en prendre le contrôle. C'est exactement notre sujet. Vous travaillez notamment avec la DARPA depuis 2021, donc c'est une agence qui est rattachée au Pentagone. Et vous êtes l'une des premières entreprises au monde et la première française à intégrer leur programme Toolbox Initiative. Comment vous ont-ils connus et pourquoi vous avoir choisi? Bonne question. Nous travaillons aussi avec la DGA et je tiens à dire que la DGA nous a beaucoup aidé au démarrage de Secure-IC. Donc la DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement. C'est pas tout à fait le pendant de la DARPA côté US, mais c'est une direction générale qui est très présente, qui a une base industrielle assez importante et qui nous a beaucoup aidé au démarrage et avec qui nous avons une relation suivie et dont nous sommes fiers. La DARPA, c'est plus récent. Vous savez, nous avons aujourd'hui une empreinte globale, d'accord? Il n'y a pas beaucoup d'acteurs à faire ce que nous faisons, on va le dire en toute humilité. Ils se comptent sur les doigts d'une main, en fait. Donc, dans un contexte où ces technologies-là sont de plus en plus importantes, elles sont encore une fois multiverticales, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent finalement à toute électronique embarquée, etc., etc. Je pense qu'il était important pour la DARPA de s'entourer de partenaires sur les sujets de ce qu'on appelle en anglais le hardware security. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le programme Toolbox Initiative et du coup ce que vous faites pour la DARPA? Alors, il s'agit d'un programme cadre qui nous permet d'avoir accès à tous les projets d'innovation de la DARPA. Donc la DARPA, et c'est vrai que ça a eu un impact médiatique. La DARPA est connue parce qu'ils sont à l'origine d'Internet, donc le fameux DARPANET, ils sont à l'origine du GPS, donc ça, de fait, afficher cela fait beaucoup de bruit, donc ça me fier, bien évidemment. Et donc ça nous donne de fait accès à très court terme à 2-3 projets d'innovation et à entrer dans l'écosystème de la DARPA. Est-ce que ce partenariat rend plus facile la mise en contact avec d'autres entreprises américaines? Est-ce que c'est un atout pour rentrer sur ce territoire? Résolument. C'est une manière d'être adoubé, même dans les secteurs dits civils. On va parler un petit peu de Covid-19. Comment est-ce que vous avez vécu les confinements successifs et est-ce que ça a eu un impact sur votre activité? Oui, ça a eu un impact sur nos activités, clairement. Lors du premier confinement, nous avons réussi à nous mettre en télétravail de manière assez rapide parce que nous avions fait des investissements heureux sur notre système d'information. Et donc ça a été relativement efficace. Il y a eu une mobilisation remarquable de nos ingénieurs. Franchement, je les en remercie. Je salue leur professionnalisme. Ça a été une efficacité, tout le monde s'est senti concerné. Cela étant, on a réussi à faire une croissance significative en 2020 malgré tout cela. Mais des projets significatifs ont été repoussés.
Donc on doit cette croissance au fait que nous avions un pipe commercial conséquent, donc qui nous a permis de passer cette crise. Voilà, maintenant 2021 se présente plutôt pareil, sous de bons auspices. On voyage moins, du coup on fait plus de marketing, plus de com, plus de bruit sur les réseaux digitaux pour compenser ce manque d'action terrain. Voilà. En parallèle de la crise, on a vu se multiplier les cyberattaques, notamment dans les hôpitaux, et du coup ça a mis la lumière sur ces attaques et sur la vulnérabilité de certains objets connectés. Est-ce que ça accroît aussi votre business de ce point de vue-là ? C'est-à-dire que des entreprises qui n'auraient pas forcément été clientes il y a 1 an ou 2 le sont devenues ou sont en train de le devenir parce que ces failles cyber sont mises en lumière. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme je vous disais, la cybersécurité, c'est horizontal, multiples applications, multiples verticaux, avec un niveau de maturité de chacun des marchés verticaux qui diffère. D'accord ? Donc certains sont, on va dire, plus paranoïaques que d'autres, de fait. On va aller positionner-le comme ça. Donc tu comprends bien que si on prend le médical, ils se sentaient moins exposés, et ils le sont plus maintenant. Alors ça impacte les bonnes pratiques. D'accord ? Donc les bonnes pratiques changent dans cette filière, dans cette industrie, et nous accompagnons cette démarche-là, bien évidemment. Il y a un adage dans le domaine de la cybersécurité qui dit qu'en matière de sécurité informatique, c'est l'humain qui est la faille. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est toujours le cas. Le facteur humain est important. Cela étant, et là je plaide pour ma chapelle, il est important, et nous sommes des supporters de la démarche de security by design, ou de la sécurité en profondeur. Et ça se fait au niveau de la conception des équipements électroniques. C'est pas quelque chose qui relève de l'usage ou du facteur humain. C'est inhérent à la machine elle-même. Et ça, il faut que cette racine de confiance soit mise en œuvre. Malgré la crise, vous recrutez beaucoup en ce moment. Quels sont les profils que vous recherchez actuellement ? En fait, oui, nous avons un plan de recrutement ambitieux. Cette année, je crois que nous avons 40 postes ouverts. On a de nouveaux collègues qui arrivent toutes les semaines, donc une bonne dynamique. Nous recherchons de toutes sortes de profils, donc beaucoup d'ingénieurs, bien évidemment, des gens en sales, en marketing, des postes administratifs. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes très implanté à l'international et dès la création de SecurIC en 2010, tu as choisi de développer en Asie. Moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi ce choix plutôt que les États-Unis, notamment avec la Silicon Valley, qui sont très connus pour ce type de filière. C'est exact. Dès l'origine de SecurIC, nous avons eu une stratégie internationale. Nous étions sur un marché de niche et il était évident pour nous que le marché français n'allait pas suffire dans une première approche et qu'il fallait très vite aller à l'autre bout du monde pour trouver du business. Alors, pour répondre à ta question sur pourquoi Est plutôt que Ouest, c'est très simple. À l'époque, c'était post-crise financière 2007. Encore une. Voilà. Post-crise financière 2007, je rentrais des US. Les US n'étaient pas très en forme. L'Europe non plus. Et j'allais en Asie et je voyais une frénésie d'investissement avec souvent des projets avionesques et une forme de candeur dans l'envie de développer des choses. Voilà. C'était un peu les 30 glorieuses en Asie, quoi. Ouais. Et c'est vrai, vu la physionomie de SecurIC, c'était pile poil, on aurait pu naître en Silicon Valley. Voilà. On est né en Bretagne. D'autant que tu avais la culture puisque tu y as travaillé pendant quelques années. Voilà, exactement. Donc on aurait pu être, on est un spin-off de l'Institut Mines Télécom, on aurait pu être un spin-off de Stanford. Et en fait, je me suis dit qu'il était moins coûteux de s'établir en Asie, où on allait convaincre plus facilement des prospects d'adopter nos technologies, sur des sujets électroniques très développés en Asie, plutôt que d'aller en Silicon Valley, avoir des coûts salariaux astronomiques, pour un retour sur investissement hypothétique. Ouais. Et donc dans les faits, nous n'avons ouvert la Silicon Valley qu'en 2020, soit 10 ans après la création de SecurIC. Voilà. Mais là, nous y allons de manière ferme et déterminée. Est-ce que tu penses que c'est important pour les nouvelles entreprises d'intégrer une dimension internationale rapidement ? Ce n'est pas une règle générale. Chaque projet entrepreneurial, chaque start-up a ses problématiques propres. Donc je n'ai pas conseillé forcément à un site de e-commerce d'aller s'établir tout de suite au Japon, parce qu'il y a un tel écart que non. Sur des métiers
très technologique ou avec des dimensions marché de niche, etc. Ah oui. Et j'ai même envie de dire la Terre est plate et le monde est village. Vous avez 2 sites en France, un à Rennes, sur lequel on est aujourd'hui, un à Paris, et aussi 3 à l'étranger, à Singapour, Tokyo et San Francisco. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe à l'international avec de tels décalages horaires ? Parce que quand ceux qui sont basés à Tokyo commencent leur journée, ceux qui sont à San Francisco sont en train de s'endormir. Comment est-ce que ça se passe ? En fait, je me suis rendu compte que j'avais quasiment toujours fait ça. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé sur de multiples fuseaux horaires. Donc c'est un pli à prendre. De même que, vous savez qu'à Secure-IC, il y a 15 nationalités. Nous avons des salariés qui ne parlent pas français. Voilà. Donc la langue d'usage, c'est l'anglais. Et c'est vrai que la dimension remote management, donc management d'équipe à distance, est une dimension assez difficile. Il faut l'avoir bien en tête. Donc ça suppose de la vigilance en termes de communication. On fait très attention aussi aux personnes qui sont un peu esseulées, parce qu'on a vite fait de surinterpréter les choses, ou d'interpréter les choses de manière négative. Donc là-dessus, j'envoie la consigne claire au management de faire très attention à cela. Voilà, donc c'est du doigté, c'est de la surcommunication, c'est de la compréhension mutuelle, c'est des qualités interculturelles, voilà. J'imagine que ça nécessite aussi de la confiance, puisque les équipes doivent être assez autonomes. Oui, moi à mon niveau, je délègue beaucoup. J'espère que mes direct reports en font autant, quoi. Donc la confiance vient ensuite naturellement et ça rejoint les aspects communication interculturelle. Tout ça contribue à établir une relation de confiance. Et au niveau managérial, c'est aussi prendre la peine et le temps d'expliquer les choses. Et quand on a la chance d'avoir des collaborateurs de très bon niveau, d'excellent niveau. Vous savez, ça va vite. Vous n'avez pas besoin de beaucoup leur expliquer les choses et ils comprennent le rationnel du business, le rationnel de la valeur des choses. Justement, la multiculturalité, c'est souvent un atout dans une entreprise. Ça ouvre un petit peu l'esprit des collaborateurs. Par contre, j'imagine qu'en termes de management, là, effectivement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, il faut adapter son management à la culture de l'autre et non pas que l'autre s'adapte à la culture du management. Parce que j'imagine que tes équipes à Tokyo ne sont pas managées de la même manière que les équipes à San Francisco. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance comme ça à l'international et qui du coup a des équipes multiculturelles à gérer ? Un conseil essentiel, c'est développe tes soft skills. C'est super important. Et cultive-toi. Là, on ne parle plus de technique, on parle plus de... C'est lire, comprendre les cultures, comprendre les codes, comprendre les body language. C'est ça, c'est les soft skills. Ouais. Body language qui peuvent être complètement opposés d'une culture à l'autre. Tout à fait. Vous réalisez, je crois, 80% de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que tu as l'impression que les entreprises françaises sont moins proactives en termes de cybersécurité ? Donc effectivement, nous réalisons, suivant les années, entre 70 et 80% de notre chiffre d'affaires à l'international, donc en dehors de la France. J'ai envie de dire que ça change, d'une part. Donc la France et l'Europe ont une place aussi de plus en plus importante. J'ai envie de dire qu'il nous manque en Europe, de manière générale, des projets d'envergure. Je pense que la crise sanitaire que nous avons vécue a été aussi un élément déclencheur dans la compréhension de cet aspect-là des choses. C'est-à-dire que longtemps, on a vécu en Europe au travers de critères comptables, qui s'appelaient les critères de Maastricht. C'était le fil conducteur de toute politique économique, qui était complètement stupide. Stupide, pourquoi ? Parce que ça cassait tout le rêve. On ne rêvait plus, on gérait des KPIs, quoi. Et donc, l'un des bienfaits de la crise sanitaire, ça a été... En fait, les hommes politiques ont été forcés de se projeter dans le monde d'après, et déjà de protéger le monde actuel, et de se projeter. Et donc, cette prise de conscience a été très bénéfique dans le lancement de projets d'envergure. Donc, on le voit bien au niveau de la Commission européenne, un Thierry Breton très actif, Bruno Le Maire très actif, et ça me rend optimiste pour l'avenir.
Une chose qu'on n'a pas évoquée quand on parlait de la crise tout à l'heure, c'est le télétravail, hein, avec du coup des méthodes de travail et des sécurisations qui sont probablement un petit peu moins importantes dans certains domaines ou dans certaines entreprises que quand les gens travaillent sur leur lieu de travail. Est-ce que du coup, de ton point de vue, les technologies personnelles sont amenées à changer pour être davantage sécurisées? Et est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dessus? Secure-IC n'est pas tout à fait positionné sur cet aspect-là des choses. On est plus dans le côté on va dire industriel et moins dans le côté IT pur. Donc, dit autrement, nous n'avons pas d'offre spécifiquement ou directement dédiée à la protection du télétravail. C'est moins notre sujet. Comme vous le savez, la cybersécurité, c'est assez vaste et nous, notre niche, c'est la cybersécurité embarquée. Oui, de fait, de nouvelles solutions vont émerger, ça va être plus sécurisé. Forcément, il y a des investissements dans le cloud qui vont faire qu'il va y avoir une espèce de facilitation de l'accès au télétravail, etc., etc. Moi, sur cet aspect-là des choses, je positionnerai plus sur le lien social, d'accord ? Et notamment sur la perte de lien social. Moi, j'ai une conviction très ferme sur le sujet. Je considère que nous sommes des homo sapiens, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de liens sociaux, nous avons besoin de nous retrouver, nous avons besoin de nous toucher, nous avons besoin d'innover ensemble, d'interagir, d'avoir... voilà, nous ne sommes pas des animaux solitaires. Là, on retrouve petit à petit une situation normale et on s'en réjouit tous. Et franchement, je dis à nos jeunes ingénieurs, venez au bureau, venez au bureau. Vous êtes très présent sur le territoire breton et d'ailleurs vous faites partie du réseau Le Pool French Tech à Rennes. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors, un petit retour en arrière, Secure-IC est né dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les technopoles, et plus particulièrement la technopole de Rennes-Atalante. Vous savez que le pool est une émanation de ce qui s'appelait avant Rennes-Atalante. Donc on est né dans ce creuset-là. Et de fait, Secure-IC a franchi toutes les étapes du cycle de vie d'une start-up née dans le giron de Rennes-Atalante, le pool. Donc le pool qui est aussi la French Tech Rennes-Saint-Malo. Et donc, ayant vécu tout cela pendant 10 ans, il me semblait naturel, quand on me l'a proposé, de m'impliquer et de rendre quelque part ce qui m'a été donné. Donc je suis membre du cockpit du pool, je donne un peu de mon temps pour aider, tout simplement, hein, pour aider. Et donc, c'est même pas une question de visibilité de Secure-IC, le pool, c'est nous, enfin, on est né dedans. On est né dedans, donc, et puis ça me permet aussi, moi, mon niveau, de contribuer au développement de notre territoire. C'est important. Ça fait partie d'une de nos valeurs. Hein. Moi, je considère qu'on n'est pas né hors sol. Et qu'à partir du moment où on s'implante quelque part, il faut assumer le territoire. À la fois les bons côtés et les moins bons côtés. D'accord ? Et surtout aider. Et ça, on le fait à Rennes, on le fait à Paris, on le fait à Singapour, on le fait à Tokyo. On assume le territoire et on s'insère dedans. On s'inscrit dedans. Et donc, être au cockpit du pool, pour moi, c'est une activité à laquelle je tiens. Puis c'est la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat, donc ça me va très bien. Et justement, Secure-IC est aussi membre du pôle d'excellence cyber à Rennes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quel est votre rôle dans ce pôle ? En fait, nous sommes PME fondatrice du pôle d'excellence. Dit autrement, nous y sommes depuis le début. Voilà. Pas au même titre que le ministère des Armées ou la région Bretagne ou Rennes Métropole, mais nous y sommes depuis le début. Nous sommes nés à Rennes, donc c'était quand même naturel d'y être. Le pôle d'excellence cyber qui se monte en Bretagne, nous devions d'y être. Nous y sommes, c'est important, ça structure une filière, ça assoit un territoire, même si l'empreinte du pôle d'excellence cyber est nationale, donc ça c'est important de le savoir. Là, du coup, c'est bon aussi pour la visibilité de Secure-IC. Alors, moi, à titre personnel, j'y suis moins impliqué comparativement au pool. D'accord ? Et à un moment donné, il faut faire des choix par rapport à son agenda. Mais je suis également très attaché au pôle d'excellence cyber. Est-ce que la Bretagne est une bonne région pour entreprendre ? Est-ce que tu as reçu de l'aide pour lancer Secure-IC ? Oui, tout à fait. La Bretagne est une région remarquable, je ne dis pas ça par chauvinisme. En fait, il y a 3 ingrédients. Il y a 3 ingrédients qui contribuent au succès de l'entrepreneuriat. Il y a la question de la culture d'entreprise, de cette envie, cet amour d'entreprendre. Il y a la question de l'écosystème, c'est ce dont on parle, la Bretagne.
les acteurs du développement économique, etc. Et il y a le côté financement. Donc, c'est 3 facteurs. Donc si la question ici, et c'est la question est de l'écosystème est très bienveillant. Très bienveillant. Pourquoi ? Très simple. C'est parce qu'il est efficace, il est efficient. Les interlocuteurs du développement économique se parlent entre eux. On n'a pas besoin de répéter 10 fois les choses. On ressent une écoute, etc. Donc, et ça, c'est du vécu. C'est pas de la flagornerie, c'est du vécu. On arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir présenté Secure-IC et puis ta vision du domaine. On va arriver sur des questions où tu vas pouvoir exprimer ton chauvinisme, si du moins tu en as cultivé un. Quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Ça, c'est une question très difficile. On sait. Donc, non, il y a plein d'endroits que j'aime en Bretagne. Bon, à commencer par Rennes, déjà. Rennes, en tant que ville, j'y suis très, très attaché. Il y a, bien sûr, notre côte nord. Forcément, Saint-Malo, enfin... Une fois, je vous raconte une anecdote, on avait été reçus avec le président Chéné Girard au ministère de la Défense au Japon. Et un haut fonctionnaire du ministère de la Défense nous a clamé son amour de Saint-Malo. Donc oui, Saint-Malo, ça me fait toujours quelque chose quand je vais à Saint-Malo, même si je l'ai fait 100 fois. Alors c'est pas en Bretagne, mais on ne peut pas ne pas être sensible au Mont-Saint-Michel, enfin, je veux dire, c'est évident. De même que la côte de Granit Rose, soit la Berbrac, pour faire plaisir aux Finistériens. Enfin, et du coup à ta femme. Voilà, donc il y a pas mal d'endroits que j'aime bien, et c'est cette diversité aussi de paysages qui donne du charme à la Bretagne. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Pour moi, être breton, c'est être serein. C'est être serein, c'est-à-dire ne pas douter. Ne pas douter tel un bloc de granit. C'est une belle définition. Et pour toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Oula, c'est une bonne question. Il ne faut pas que je froisse trop de monde là. En fait, alors déjà quand on observe un peu, et c'est l'une des forces de la Bretagne, c'est que la Bretagne a généré de grands capitaines d'industrie. C'est des noms prestigieux qui ont bâti des empires industriels. Donc ça je pense qu'en répondant à cela, je ne suis pas très original. Moi, ce qui attire plus l'attention, c'est les petites entreprises qui font un peu la différence et qui se démarquent au niveau mondial. Donc j'ai envie de penser à Unseen Labs, qui est une entreprise dans le New Space, dans les nanosatellites, qui offre un service de surveillance maritime par satellite. Donc c'est les frères Gallic, dont je suis assez proche. Et j'aime beaucoup cette entreprise, j'aime beaucoup l'équipe. Et puis il y a une autre entreprise qui se démarque, qui s'appelle K-Labs, qui est dans les technologies laser. Et là aussi, qui est comme Unseen Labs, une belle pépite bretonne. Un grand merci Hassan pour avoir répondu à toutes nos questions. Pour les personnes qui souhaiteraient continuer l'entretien avec toi, est-ce qu'elles peuvent te retrouver sur notamment les réseaux sociaux ? Si oui, est-ce que tu peux les citer et est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site de Secure-IC, s'il te plaît ? Merci Yann, merci Mathilde pour cette interview. Avec grand plaisir. Donc vous pouvez me joindre sur LinkedIn, sans problème. En général, je réponds, il n'y a pas de souci, donc aucun problème. Et sinon, le site web de Secure-IC, c'est www.secure-ic.com. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Hassan. Un grand merci à Hassan Trikit de nous avoir fait découvrir Secure-IC et son impact mondial sur la cybersécurité des objets connectés. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Hassan, vous pouvez retrouver les liens du site Secure-IC et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.